Les amis, ici Jérémy de la crypto. Bref, comme tous les jours, on va aller voir quelques news autour de la crypto-monnaie. Cette phrase, je la dis de plus en plus vite. Et ensuite, on ira faire un petit zoom sur le marché de la crypto-monnaie et le marché macroéconomique. L'objectif, ça va être d'aller voir quelques zones clés. Et ensuite, on va faire un petit dézoom, voir le marché économique dans la globalité. Je vais te rajouter une nouvelle échéance très importante à suivre pour le mois de septembre. Hop, hop, hop. Et puis, j'en dis pas plus, on va voir ça dans la vidéo. C'est parti. Dans un premier temps, les gars, en termes d'annonces économiques de la semaine, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi, donc demain. Et on a aussi le PIB trimestriel des Américains. Donc ça, on va suivre ça de près. En parallèle de quoi, vendredi, on aura aussi le PCE Core, l'indice des prix à la consommation. Donc c'est un peu un reflet de l'inflation si tu veux. Sinon, en termes d'actualité autour de la crypto-monnaie, on a la capitalisation du marché des stablecoins qui a atteint un nouveau record historique. Encore une fois, ça ne s'arrête plus. On rajoute de plus en plus de stablecoins sur les plateformes d'échange. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prévoit potentiellement de nouveaux acheteurs. Des investisseurs sont un petit peu affamés de crypto-monnaies. Actuellement, on a une supply de 168 milliards de dollars qui est affiliée justement aux stablecoins de crypto-monnaies. C'est complètement énorme. Au passage, la Fed a prévu d'acheter pour 50 milliards de dollars de bons américains en septembre. Donc tu vois, ça représente un tiers de tout ce qu'on a dans la crypto. On commence vraiment à être costaud quand même. Ensuite, un petit détour sur l'intelligence artificielle et son développement. On a Binance Labs qui annonce de nouveaux investissements dans l'IA. Le dirigeant de Binance Labs croit que l'IA et la blockchain prospéreront ensemble. Selon lui, c'est une combinaison qui est puissante et on est plutôt d'accord avec lui. Et les deux se soutiendront ensemble grâce à l'innovation de ces deux technologies. De mon côté, je suis plutôt d'accord avec ces dires parce que, comme tu le sais, on a une croissance qui diminue dans l'Occident et dans les sociétés modernes, si tu veux. Dans les pays développés, on a aussi de moins en moins de natalité d'année en année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population, en fait, elle diminue clairement. Et donc en fait, les agents autonomes, la robotique, l'intelligence artificielle, lorsque ce sera vraiment mûr, lorsque ce sera arrivé à terme, où la technologie sera vraiment utilisée de partout, et ça commence à l'être, attention, ça pourra compenser le manque d'êtres humains. C'est pas des prévisions de science-fiction ou de futuroscope ou je sais pas quoi, c'est juste réel en fait. On a de moins en moins d'humains qui travaillent pour l'économie, donc forcément, il faut compenser ça. Surtout que nous, on coûte de plus en plus cher. L'objectif pour les grands de ce monde, il est simple. Accroître la croissance économique des pays grâce à la robotique. Et écoute, j'ai envie de te dire, c'est juste la suite logique de ce qui est en train de se passer depuis ces 30 dernières années. Les premières voitures, les premiers tracteurs qui ont été créés, à la base, c'était fait à la main. Chaque boulon, chaque rivet était mis par un humain. Et aujourd'hui, si tu regardes les chaînes d'approvisionnement, en gros, t'as presque plus d'humains. Donc selon moi, investir dans l'IA dans notre société actuelle, je pense que c'est un pari gagnant. Ensuite, on continue avec le nouveau stablecoin ajouté par Binance qui s'appelle EURIT. Il sera adossé à l'euro et son ticker est EURI. Et la promotion qui est faite derrière ce stablecoin, c'est qu'il est sans frais. Il y a de moins en moins de pays qui ont confiance dans la dette de l'Europe, mais aussi dans celle des États-Unis. Et les États-Unis, notamment Trump, l'a très bien compris. Il y a quelques semaines de ça, je te l'avais partagé dans mes vidéos, ils ont annoncé que justement les stablecoins de Tether pourraient adosser à des bons du trésor. En fait, que les stablecoins que toi tu mettrais en délégation, en fait, seraient mis dans les bons du trésor et ça permettrait de financer la dette, etc. Donc plutôt que de vouloir tuer la crypto-monnaie, les États sont en train de changer de fusil d'épaule pour plutôt essayer de s'en servir pour continuer leur petit règne. La dernière actualité avant de passer aux micros actus, on a Nvidia Corporation qui va annoncer ses résultats. Et quand? Aujourd'hui, à 23h heure française, on a les résultats de Nvidia qui vont tomber. Et je te rappelle que Nvidia est l'entreprise la plus capitalisée au monde devant Apple, devant Microsoft. Et en fait, c'est un petit peu elle maintenant qui drive le S&P 500. Le marché s'attend à avoir un chiffre d'affaires pour Nvidia de 121 millions de dollars. Et je vais pas te le cacher, un chiffre d'affaires qui serait inférieur, ça peut être vraiment très problématique pour les marchés et la crypto-monnaie forcément parce qu'on est dans la technologie et le Bitcoin est considéré comme un actif très risqué dans la technologie pour le moment du moins. Donc il va falloir vraiment suivre ça de près et encore une fois je te le répète, c'est pas le moment de faire des leviers. On ira parler du Bitcoin un petit peu après, on a des zones clés vraiment à surveiller concernant la crypto. La première micro-actu de la journée qui est vraiment plutôt folle, on a la Russie qui va commencer à faire des échanges de crypto-monnaies à l'international pour contrer le système SWIFT le 1er septembre 2024. C'est vraiment dingo, donc on ne sait pas encore quelle blockchain vont-ils utiliser, mais je pense qu'une nouvelle comme ça s'inscrit dans les livres d'histoire.
Ensuite, deuxième micro-actu plutôt dingo, on a le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a admis que l'administration de Biden et Harris a fait pression sur ses équipes pour censurer le contenu des plateformes. Donc tu vois ce qu'on disait il y a de ça quelques mois où on était des complotistes, où on était vraiment à côté de la plaque, on était des illuminés. Au final, ça se vérifie et petit à petit, en fait, à la poussière qui sort sous les tapis, on a un matraquage idéologique dans les médias avec leur wokisme, leur LGBT, leur truc de fous furieux, là où ils veulent changer de sexe. Donc écoute, ça se concrétise et honnêtement, je suis bien content d'être sur Twitter. Pour l'instant, on est encore protégé avec Elon Musk. Jusqu'à quand? On a Grayscale qui nous chill complètement nos bagues d'intelligence artificielle décentralisées. Ils font l'éloge de Fed, de Bitensor et aussi de Near Protocol. Ça tombe bien, on a des petites positions, donc écoute, qui continue. Et en dernière micro-actu de la journée, on a Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, celui qu'on adore tous, qui nous a fait un tweet justement sur les rendements liés à la DeFi, donc la finance décentralisée. Et en fait, dans ce tweet, il nous parle justement du fruit du rendement qu'on va avoir lorsqu'on va jouer avec de la DeFi. Et grosso modo, la conclusion dans ce tweet, je te la fais simple, il dit que l'avenir de la crypto-monnaie, en fait, c'est de relier la crypto-monnaie avec le monde traditionnel et ça fait appel au RWA. Il a dit qu'il y avait des candidats qui étaient vraiment très sérieux, mais qu'il attendait de voir des preuves concrètes. Il a d'ailleurs mis en lumière le fait qu'il existe des raisons structurelles pour lesquelles la crypto est durablement plus efficace pour effectuer des échanges internationaux de devises. Et à première vue, le projet crypto qui me vient à l'esprit directement lorsque je vois ça, honnêtement, c'est RSR, Reserve Right, parce qu'en fait, les utilisateurs de RSR vont pouvoir créer des pools de stablecoins qui seront adossés à des choses de la vie traditionnelle. Ça peut être à des monnaies, ça peut être à l'immobilier, ça peut être à plein de choses. Et on peut avoir des rendements qui sont vraiment bien supérieurs à 8%. Ensuite, faisons un petit dézoom sur la finance et l'économie mondiale. Comme je vous le répète depuis le dernier crash qu'on a connu début août, les marchés actuellement sont dans l'incertitude. On a Warren Buffett qui n'a jamais autant possédé de dollars dans ses coffres. Il a actuellement 50 milliards de dollars qui dorment en fait dans des bons du trésor américain. Et ça reflète bien en fait la peur qu'il y a sur les marchés financiers. Les marchés financiers n'aiment pas beaucoup l'incertitude et en général, c'est les actifs à risque qui vont trinquer. Quand je parle d'actifs à risque, je parle du S&P 500, je parle du Nasdaq, je parle aussi du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Là, on est dans un monde de fous, donc c'est encore pire, c'est même pas risk-on, c'est risk-on plus. En revanche, cette période d'incertitude qui n'avait pas été aperçue par quiconque, dans un premier temps, le premier bouclier qui pourrait nous protéger contre une correction, c'est la baisse des taux d'intérêt directeurs. Cette baisse des taux d'intérêt, elle a été annoncée par le président de la Fed, j'ai nommé notre papy Jérôme Powell. Et on est bien d'accord, une baisse des taux d'intérêt a pour objectif premier de rendre l'emprunt aux entreprises plus accessible, ce qui permet d'inciter ces dernières à produire plus, à embaucher plus de personnes, donc à réduire le chômage et donc à augmenter la croissance. En théorie, tout ça c'est très joli, mais les marchés ne sont pas stupides et les investisseurs non plus. Sache bien une chose, c'est que les investisseurs savent lire entre les lignes et ils se rendent bien compte que de tels pivots peuvent être perçus comme une faiblesse sans précédent. Et en fait, ce qu'il faudrait garder à l'esprit, c'est qu'une grosse baisse des taux, un gros cut, ce qu'on appelle aussi, couplé à des indices de croissance en déclin, donc un fort chômage, une inflation en hausse, le marché déteste et il peut corriger. Et le marché nous l'a prouvé, comme tu peux le voir avec cette courbe rose là qu'on a en bas de l'écran. Lorsqu'on a baissé violemment les taux d'intérêt comme en 2008, tu peux voir que le S&P 500, il a craché. Et il a fait un moins combien? Je vais te dire ça tout de suite. Il a fait un moins 60%. Ça fait mal aux fesses. De la même manière, en 2000, lorsqu'on a baissé violemment les taux d'intérêt, on était passé justement de 1500 à 760 et on avait fait un moins 49%. Imagine si le S&P fait un moins 50%, ce que va manger le Bitcoin et les petits altcoins. Tous les toutous, tous les chats, tous les pingouins. Et tu vois, en 2000, on était passé de 6,5 et directement, on est arrivé à 5,5. Donc, on a eu un cut de 1% et le marché, il a vraiment pas aimé. Il a senti que ça puait la merde. Même si après, lorsqu'on a eu des taux qui étaient très bas, à 1%, à 0%, le marché, là, il a commencé à pump. Mais dans un premier temps, on a quelques mois, voire une petite année, où ça pue le caca. En 2020, pareil pour le Covid, ça a craché directement et puis après c'est reparti parce qu'on a injecté de la liquidité et les taux étaient à zéro, donc forcément les entreprises avaient du pouvoir avec la dette et elles pouvaient justement produire de plus en plus, embaucher, etc. L'économie était au max.
En revanche, les épisodes financiers où on a eu des cuts qui étaient plutôt raisonnables, avec des faibles pourcentages de baisse pour les taux d'intérêt, comme tu peux le voir ici, le marché réagissait plutôt bien parce qu'il était couplé aussi avec une économie qui était croissante, on avait peu de chômage, une inflation qui était en baisse, etc. Donc en fait, il faut regarder plein de choses et il ne faut surtout pas croire que si on baisse les taux d'intérêt drastiquement, l'économie va partir en flèche. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, concernant le second bouclier qui pourrait nous protéger d'une correction généralisée sur les marchés, c'est l'échéance des élections américaines. La propagande idéologique mise en place qui nous casse à tous les yucks, avec leur wokisme à deux balles, avec leur traitement pour changer de sexe ou je ne sais pas quoi, ils vont vouloir faire en sorte de soutenir l'économie parce que ça ferait tâche de tout faire plomber juste avant l'élection. Et forcément, là, ça pourrait ouvrir une voie royale à Donald Trump. La seule fois où on a eu une anomalie avant les élections présidentielles, c'était en 2008, c'était juste ici. Mais à part ça, la machine, elle a toujours bien fonctionné juste avant les élections américaines. Bon, ici, c'est le Covid, donc voilà, on va pas en tenir rigueur. Quoique. D'ailleurs, en parlant d'élections américaines, on a une nouvelle date à suivre de très près pour les cours et ton petit portefeuille, mon coquinou. C'est que le 10 septembre, on a la reine des woks, Kamala Stalin, qui va faire un débat présidentiel contre Donald Trump. Même si c'est une bonne actrice, elle n'y connaît rien dans l'économie, dans la finance, et on l'a bien vu dans pas mal d'interviews où les journalistes lui posaient des questions sur comment baisser l'inflation, etc. Gros, elle te récitait un truc qu'elle avait appris par cœur, c'était ridicule. Donc le 10 septembre, date très importante aussi à se noter. Bon, et pour revenir sur le Bitcoin, parce qu'on est quand même sur une chaîne crypto, on est monté jusqu'aux 65 000 et là actuellement on est en train de corriger parce qu'on suit un petit peu le S&P 500 et les marchés traditionnels. Sauf qu'une zone clé à garder à l'esprit pour pas casser cette tendance à l'échelle microscopique haussière, j'ai envie de te dire, c'est cette zone qu'on a ici. Venir casser la ligne de coup de ce W journalier, là ça pourra annoncer qu'on pourra aller revisiter des 50 000, 45, 40, que sais-je. Ça peut faire un effet domino parce que ça pourrait être encore la dernière correction qui fait encore très mal à tout le monde, où il y a pas mal de personnes qui capituleraient. Donc il faut vraiment surveiller ça de près. Là actuellement, au moment où je te parle, on est pile poil dessus. Si ça brise, gros, tu peux te dire que, voilà, direction les 45 quoi. Dans l'optique où on briserait pas cette ligne de coup justement aux alentours des 61 720 à peu près, je pense que la dynamique, le prix voudra aller chercher les 67 000 parce qu'il y a des imbalances à récupérer. Et en fait, on pourrait faire encore une fois ce même schéma où on va chercher presque pile poil jusqu'au dernier sommet qu'on a eu avant de corriger pour repartir dans notre range. Comme tu peux le voir, le dernier sommet qu'on avait eu aux alentours des 68 000, on n'était pas monté jusqu'aux 70 000, on avait pris quelques poches de liquidité ici pour repartir au sud. Donc comme je te l'ai dit, si on ne brise pas la ligne des 61 200, je pense que repartir dans cette zone-là pour récupérer pas mal de liquidité ici, notamment tous les imbalance qu'on a laissé, ça serait complètement pas déconnant, mais dans tous les cas, les market makers, ils vont vraiment être dépendants de la finance traditionnelle. Mais dans tous les cas, fais attention quand tu vois de belles figures comme celle-là. Gros, méfie-toi. En plus, tu vois sur Twitter des to the moon, ça y est, le boulot run est reparti. Tranquillou bilou, les gars, il faut quand même rester prudent. Je remercie la fondation Ethereum de m'avoir sponsorisé pour cette vidéo. C'était un grand plaisir de collaborer avec cette fondation qui a pu permettre de financer la vidéo. Là, je suis ridicule, non les gars, sérieusement, il n'y a aucun sponsor. Donc juste si tu veux me donner de la force, frérot, un petit like et un commentaire, ça coûte rien. Et moi, ça pourra m'aider avec l'algorithme. Rendez-vous demain à 5h du matin, bisous, ciao ciao, bam!